Alors, le grand plaisir de renouer avec Zoom pour être avec Nathalie Cobès dans la Haute-Marne un C'est soir, ça, depuis Choux. voilà, pour parler d'un livre qui nous a beaucoup touchés. On fait un petit clin d'œil d'ailleurs à l'amie stéphanoise qui a été l'intermédiaire un peu inattendu et qui fait que nous nous retrouvons pour parler de ce livre, votre premier roman qui vient de paraître aux éditions Parège Littérature, Ces étrangers venus d'ici, sous-titre Évacuation, expulsion, malgré nous, résistance, les Mosellans dans la tourmente, 1939-1945. Alors d'abord, on fait un peu connaissance avec vous. Qui êtes-vous, Nathalie, si je peux me permettre, en quelques minutes, en quelques instants? Alors, bon, je dirais que je suis une fille de l'Est. Ouais. Je suis je suis de Lorraine. J'ai grandi en Lorraine. Mon père est alsacien. J'ai fait mes études essentiellement dans l'Est de la France et un petit peu à Paris aussi. Et j'ai travaillé exclusivement, quasiment dans l'Est de la France, dans la fonction publique. Donc voilà, je me définirais comme une fille de l'Est. Et également, ce qui raccroche peut-être au roman, c'est que moi-même, j'ai grandi près d'une frontière, ce qui me rapproche de mes personnages, même si j'avais un contexte beaucoup plus tranquille que eux. Voilà. Et puis, l'histoire a été aussi votre passion. Vous avez d'ailleurs poursuivi, à côté de vos études d'agro, aussi des études d'histoire. Oui, oui, alors en quelque sorte, pour le plaisir, j'ai effectivement fait un cursus universitaire jusqu'à la licence. Et ça m'a aussi aidé dans le travail de construction du roman, parce qu'effectivement, il y avait un volet historique, donc ça m'a aussi aidé de faire ces Alors, études. un beau jour, Nathalie décide de devenir romancière. C'est un sacré challenge, quand même, un sacré pari. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ce jour-là? Alors, c'est pas complètement un beau jour. Déjà, j'ai toujours aimé les livres, j'ai toujours aimé lire et j'ai toujours aimé écrire. Et c'est un projet qui était dans un petit coin de ma tête que j'ai laissé grandir. Et un beau jour, effectivement, je me suis dit que c'était le moment d'y aller. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Alors peut-être pourquoi ce moment? C'est parce que dans mon travail, j'avais à cœur, vu que je suis sur de l'histoire contemporaine, ça se passe notamment pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale. J'avais à cœur d'avoir un volet recueil de témoignages et je me suis dit qu'il fallait pas trop attendre si je voulais faire encore le travail tel que je souhaitais le faire. Donc c'est ça qui m'a décidé à me dire maintenant j'y vais, je me donne un peu de moyens et de temps pour le faire. Alors, un an d'arrêt, un an sabbatique, avec l'idée de, bah, il y a un challenge, il faut arriver au bout et arriver au bout d'une histoire qui va s'appuyer sur un événement historique que la majorité d'entre nous a complètement occulté et qui pourtant a marqué votre territoire, votre pays, votre région. Racontez-nous ce contexte historique. Alors, ce contexte historique, il est très simple. Quand la guerre est déclarée en septembre 39, les plans de bataille prévoyaient que les combats se fassent dans l'Est. Donc, dans l'Est, c'est sur la frontière alsacienne et lorraine. Et du coup, ils ont organisé en quelques heures l'évacuation de plus d'un million de personnes qu'ils ont déplacées de manière très organisée dans le sud-ouest de la France. D'ailleurs, ça avait un nom, ça s'appelait le plan Zone Rouge Maginot. Mais vous comprenez bien que, voilà, là, je présente ça de manière très technique, mais dans la vraie vie, ce qui s'est passé, en l'occurrence, dans le village où se passe mon histoire, c'était des ruraux, des paysans. Ben, le garde champêtre leur a dit à midi, à 17 heures, on s'en va. Vous avez quelques heures pour récupérer quelques bagages. C'était limité, ils avaient le droit à 30 kilos par personne et vous partez. Et vous ne savez pas vraiment où, vous savez à peu près que c'est dans le sud-ouest et vous ne savez pas pour combien de temps et vous devez tout laisser derrière vous, y compris, comme c'était des ruraux, ben, ils ont dû laisser leurs animaux, donc c'était effectivement quelque chose d'extrêmement douloureux, mais qui a été vécu de manière différente, peut-être aussi voilà, selon les personnes et leur âge, parce qu'effectivement, les plus jeunes l'ont vécu différemment des plus anciens. Et puis, donc, cette population part
sur les routes de France, s'installent dans des villages. Les familles dont vous allez parler s'installeront en Corrèze. Et puis, au bout d'un certain temps, la guerre la guerre se termine en 40, hein, et un dilemme se pose à eux. Que faire? Rester en France, entre guillemets, ou revenir chez eux, qui est à ce moment-là allemand? Oui, alors au moment où ils avaient ce dilemme, c'était pas clair, hein. Ils se doutaient bien qu'effectivement, il y avait un risque parce que les conflits n'étaient pas terminés, mais enfin, l'annexion de l'Alsace et de la Moselle s'est fait de fait, et en fait, ils l'ont quand même pour partie, en fait, ils en ont découvert l'ampleur en revenant. Mais effectivement, il y a les gens, c'était quasiment moitié-moitié. La moitié a fait le choix de rester, l'autre de repartir pour des raisons, pour plein de bonnes raisons. Peut-être la peur pour certains effectivement de changer de nationalité, de devoir repartir au combat pour un autre uniforme, ce qui s'est passé. Pour d'autres, finalement, l'attachement territorial, alors chez eux, qui était plus fort que Alors, l'attachement à la patrie. Voilà, voilà, ouais, ce sont tous des paysans, des agriculteurs, et qui vous sont attachés à leur terre. Ouais. attachez à leur terre, voilà. Et puis, l'histoire va se continuer. Pour vous, le roman se termine en gros à la Libération en 45-46, même s'il y aura des suites par la suite. Voilà le cadre historique. Alors maintenant, eh bien pour vous, c'était de faire vivre cette histoire à travers des personnages. Et ces personnages, ils sont proches de vous pour certains, et en particulier le couple qui est le fil conducteur, nos amoureux qu'on va suivre pendant des années, un couple vraiment magnifique, de gens simples, mais de belles personnes, Charles et son amoureuse Anna. Ils sont proches de vous. Alors, ils sont très fortement inspirés de mes grands-parents, Oui. effectivement, de leur histoire à eux. Alors, j'ai changé quelques prénoms pour mettre un peu de distance, mais effectivement, c'est très fortement inspiré de l'histoire de mes grands-parents, qui effectivement étaient des paysans qui étaient bien dans leur territoire et qui, du jour au lendemain, ont dû partir. Donc, Charles est parti avec un uniforme français et Anna est partie donc, dans le sud-ouest avec sa famille. En quelques heures, les deux sont partis et après, ils sont amenés à se retrouver. Hein. Je ne veux pas dévoiler toute l'histoire, mais effectivement, dans un contexte où ils sont plus vraiment chez eux non plus, d'où le titre du roman, parce qu'entre-temps, c'est l'occupation. Et du coup, il y a des choses effectivement assez violentes qui se passent, du type, ils changent tous les prénoms et les noms de famille, ils changent Charles s'appelle d'autorité. Karl. Charles devient Karl, le village, il change le nom, il prend un nom à consonance germanique. Ils vont même jusqu'à changer les noms sur les pierres tombales. Donc effectivement, c'est assez violent. Et d'ailleurs, ça s'est fait de manière identique dans les guerres précédentes du côté français. Donc pour le coup, c'était Vous largement évoquez partagé. voilà, vous évoquez le fait qu'en 1918, quand le pays est redevenu, entre guillemets, français, l'interdiction de parler allemand était extrêmement violente, en particulier à l'école. Oui, oui, Alors, c'était le cas. Oui. on a l'impression, en particulier avec le père, aussi une belle figure, qui est blessé sur le front russe sous l'uniforme allemand en 1916, cette espèce de ping-pong tragique, de passage d'une nationalité à une autre, de génération en génération. C'est absolument tragique, cette histoire. Complètement, complètement. Parce qu'il y a effectivement pendant 120 ans, il y a eu une guerre contre un ennemi héréditaire, un peu de père en fils. Mais la particularité des gens de la frontière, c'est qu'en plus, ils changeaient d'uniforme au gré des changements de nationalité. Et c'était relativement violent. Et malgré tout, et c'est ça qui est assez formidable dans peut-être l'attachement qu'on peut avoir à son chez-soi, c'est que malgré tout ça, ils ont quand même fait le choix pour la plupart de rentrer chez eux parce que c'était chez eux tout simplement. Alors, il va y avoir autour d'eux, autour de ce couple, il va y avoir des familles, il va y avoir un village, il va y avoir toute une histoire que vous avez reconstituée. Et avec aussi le temps qui passe, on va voir arriver, par exemple, le premier tracteur, Ouais.
D'ailleurs, c'est les Allemands qui l'amènent en 42-43, hein, la révolution qui va marquer votre famille rurale. Mais cette histoire, moi, je l'ai trouvée complètement incroyable. Elle est rigoureusement authentique. On dit C'est même qu'effectivement, que vous avez la fiche technique du tracteur pour que ce soit absolument oui, précis. oui, C'est l'historienne. alors, pour l'anecdote, j'ai un de mes lecteurs qui m'a envoyé la photo. Donc, il y a peut-être Donc, certaines personnes qui ont fait la démarche de recherche. Mais effectivement, cette histoire, elle est complètement incroyable parce que, bon, jusqu'à après-guerre, l'agriculture en France, elle est vivrière. Donc, on n'est pas du tout sur une agriculture qui est mécanisée. Et en fait, c'est après-guerre essentiellement que ça se développe. Sauf que pour aider finalement les gens qui sont partis et qui retrouvent un chez eux catastrophique, hein, avec des maisons complètement effondrées, enfin, vous imaginez ce que ça peut faire quand on part plus d'une année, qu'on retrouve un territoire en plus où il y a eu enfin, il y a eu des pas forcément des combats, il y a eu combats, mais voilà, des enfin, des choses assez pillages. dures. Ouais. Et pour aider effectivement les familles à redémarrer, l'administration donc allemande du coup a redonné, a rééquipé avec une allocation de réfugiés tous les paysans et les a même modernisés parce que effectivement il y a une exploitation, enfin un paysan qui était le plus gros paysan, en plus c'était le maire du Et village, le maire du village, qui Michel. récupère le premier tracteur. Et ça, c'est rigoureusement authentique. Et donc, le progrès, il a été amené, un progrès qui, du coup, enfin, ne s'est plus arrêté depuis cette date-là. Enfin, c'était un tracteur avec effectivement le sigle nazi ça devait être sur le pot d'échappement, je crois, c'est les Allemands qui ramènent le progrès au village, enfin, le progrès agricole. Alors, nos personnages, ils sont d'un monde simple, d'un monde rural, et pendant la guerre, ils vont essayer de s'en sortir comme ils peuvent. Alors, à la fois dans la province où ils sont réfugiés, un petit mot peut-être de Robert Schuman, une belle personne, hein, formidable. Vous terminez d'ailleurs sur son fameux discours en 1950 qui lance finalement l'Europe, un discours fondateur de l'Europe. Et c'est lui qui organise Oui. le départ de votre famille mosellane, de vos familles mosellanes. Ouais, alors Robert Schuman, alors déjà son histoire, Elle est elle est extraordinaire incroyable. parce qu'il est né, c'est un enfant luxembourgeois qui était avocat allemand et qui après devient français, parce qu'il a dû être avocat dans les années 1910, quelque chose comme ça. Et fondamentalement, c'est un pacifiste et c'est quelqu'un qui, je pense, qui a toujours su composer, essayer de faire le bien autour de lui. Et au moment où la guerre éclate, il est député de Thionville. Et spontanément, donc Thionville, en plus, zone frontalière qui se retrouve aussi évacuée dans le plus du million dont je parlais. Strasbourg était également d'ailleurs évacué en quelques heures. Et qui, du coup, quasiment de manière spontanée, c'est pratiquement le cas, hein, saute dans le train, arrive à Poitiers, et bon, en tant que parlementaire, bah, propose ses services au préfet du département de la Vienne. Et du coup, fait un petit peu un travail de médiation pour justement aider les familles à s'installer, parce que vous imaginez bien que quand on déplace autant de personnes, il y a toutes les problématiques de logement, enfin même d'équipement de la vie quotidienne, et fait vraiment un travail de terrain formidable pour aider ces réfugiés dans leur, enfin, un petit peu dans leur détresse à au moins les installer confortablement au niveau matériel. Et il a vraiment un rôle de facilitateur par rapport à ça. Et ce qui est incroyable aussi dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, il se retrouve, parce qu'il retourne en modèle, il se retrouve prisonnier, enfin en résidence surveillée, ce qui était plus ou moins la même chose, mais un peu plus confortable, en Allemagne. Il s'enfuit, et c'est S'enfuit. grâce au réseau qu'il avait gardé dans la Vienne, au niveau des services de l'État, ça devait être un sous-préfet avec qui il était en contact et qui l'aide à passer la ligne de démarcation et à partir en zone libre. Donc cette histoire-là est quand même finalement l'a beaucoup marqué, je pense, au plan personnel. Et moi, j'ai l'intime conviction que ça a renforcé enfin, comment dire, ses convictions d'Européen et de pacifiste. Alors, il y a énormément de choses, évidemment, on ne va pas raconter, on n'a pas le temps, puis ce n'est pas le lieu, puis vous lirez le livre. Il y a des scènes très fortes, en particulier, je pense à l'une d'entre elles, dans une classe, hein, le maître, là, une belle figure de hussard de la République, un maître freiné, enfin, un peu pour moi qui suis de ce monde-là, il est vraiment exemplaire, et il essaye d'expliquer aux enfants qui ne comprennent pas
Ils ne comprennent pas pourquoi on se fait la guerre. Enfin, pourquoi? C'est invraisemblable et on imagine, on est dans les années 40 dans ce village de la Vienne avec des enfants qui parlent français et d'autres qui parlent allemand. Enfin, et il leur explique. C'est beau ce moment. Oui, oui, c'est parce que bon, enfin, dans l'histoire, le maître d'école a compris un petit peu ce qui allait se passer et il essaye de l'expliquer avec beaucoup de douceur et de dignité à ces enfants-là qu'effectivement, bah voilà, l'histoire de leur territoire, c'est aussi une histoire de frontières avec des déchirements, hein, des familles qui ont fait des choix qui ne se sont plus parlés parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes choix à un moment donné. Et lui, il leur explique ça avec beaucoup de douceur pour leur dire que finalement, c'est leur histoire et que, ouais, qu'il faut qu'ils en soient fiers. Euh, il y a des scènes plus cocasses, je pense, enfin plus cocasses. Je pense en particulier à tout ce que vous évoquez autour du marché noir, parce que Mm. les, on n'y pense plus, mais les gens de nos générations, leurs parents leur ont raconté ça. Moi, je sais que mon père, ça a été la grande angoisse de bouffer, tout simplement, d'arriver à subsister. Et il y a quelques séances d'abattage de cochons qui sont quand même, là aussi, comme le tracteur, on sent qu'il y a du vécu là derrière. Oui, oui, oui. Bah, effectivement, les ruraux s'en sortaient finalement pas si mal parce que bah, justement le côté vivrier leur assurait quand même un peu de subsistance, sauf qu'effectivement, comme tout était réglementé, s'ils voulaient avoir un petit peu plus, notamment pour avoir une capacité de monnayer ça à la ville, d'échanger effectivement des victuailles de la charcuterie ou je ne sais quoi, bah, il fallait qu'eux-mêmes ils fassent des choses un petit peu de manière illicite. Et du coup, l'abattage des cochons, c'était un véritable rituel parce qu'en plus, c'est quelque chose d'extrêmement bruyant. Donc, avec toutes des précautions qui étaient prises, des guetteurs qui regardaient qu'il n'y ait personne qui fasse de la délation ou pas de patrouille ou de choses comme ça. Et on sentait vraiment qu'il faisait ça par nécessité, mais aussi avec la boule au ventre et peur de la dénonciation, d'ailleurs qui finit par arriver aussi, parce que ça, c'est la vie. Mais voilà, effectivement, c'était vraiment. On sent que dans tous les témoignages que j'ai eus, c'était vraiment des choses qui les ont profondément marqués et qu'ils étaient capables de décrire, ce que j'ai essayé de faire aussi dans le roman, avec beaucoup de détails et beaucoup d'émotions sur ces séquences d'abattage clandestin de cochons. Alors, il y a pas mal de personnages et on voit que chacun d'entre eux va faire des choix qui va l'entraîner parfois à des déchirements. Je pense en particulier à Charles et François, ces deux copains qui se trouvent prisonniers tous les deux en Allemagne et qui, voilà, et qui sympathisent, jouent aux cartes. Enfin, il y a plein de scènes pour arriver à s'en sortir. Et puis finalement, ils incarnent tous les deux choix radicalement opposés. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, effectivement, Charles, c'est l'homme de la terre et c'est l'homme du terroir. C'est aussi l'homme qui a pris des engagements, qui a effectivement une histoire d'amour et quelque chose qui l'attend sur son territoire. Et c'est sa priorité, même s'il est fondamentalement bienveillant, mais c'est sa priorité. Et François, qui est issu d'une famille, pour le coup, d'Alsaciens qui ont fait le choix de quitter l'Alsace quand l'Alsace est devenue allemande en 1870 et qui lui est profondément patriote et qui a la valeur de la patrie au-dessus de tout. Donc à un moment donné, ils ne se comprennent plus et ils arrivent à se brouiller alors qu'ils ont été très proches. Donc, et la rupture est d'ailleurs assez violente, mais il faut lire le livre pour en savoir plus. Et puis, il y a aussi l'actualité, et en particulier ce petit gamin de 7 ans qui ouvre le livre et qui le termine. Parce que tout ça, c'est l'histoire, ce que vous nous racontez à travers ces hommes et ces femmes et ces enfants qui l'ont vécu. Mais par certains côtés, cette histoire, elle est aussi notre actualité d'aujourd'hui, notre actualité tragique et peut-être encore plus avec ce qui est en train de se passer à nos frontières. Alors, ce qui est dingue, c'est que l'histoire, je l'ai écrite avant. C'est-à-dire que Eh oui. l'ouvrage a été publié après, parce qu'il y a toujours un moment entre le moment où on trouve un éditeur et L'ouvrage a qu'il se été passe. publié, disons, en novembre 2022, en gros. Voilà, Il y a mais quelques le livre mois.
le livre a été écrit un an avant. Donc, en fait, il y avait, avant que finalement le conflit ukrainien existe. Et ça m'a fait extrêmement bizarre parce que c'est quelque chose que j'écrivais pas forcément avec cette perspective aussi actuelle, mais en réalité, elle est énormément. Elle est énormément. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de côtoyer des réfugiés ukrainiens en France. Et en discutant avec eux, finalement, c'est très proche de ce que vivent mes personnages à une époque différente. Mais c'est effectivement des déchirements extrêmement brutaux et l'obligation de tout quitter en quelques heures, pour un petit peu vers l'inconnu et sans savoir quand On ni reviendra, comment on va quand revenir, on quoi. reviendra, et si on reviendra chez soi. Et Si on si on reviendra. reviendra chez soi, ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Alors, on va peut-être terminer, parce que le temps a passé, avec Anna, votre adorable jeune femme, jeune amoureuse, qui a quand même, au fil du livre, une vocation rentrée, qui est la vocation d'institutrice finalement. Elle avait un destin ouvert autour de ça, et puis par fidélité familiale, pour s'occuper de sa famille, elle a pas, comme on disait à l'époque, fait l'école normale. C'est une. Alors, il y aura des rebondissements dans le livre qui expliqueront comment cette vocation rentrée ressort, si j'ose dire. C'est aussi une fêlure de ce personnage. Et les personnages, ils ont beaucoup de fêlures finalement, que vous évoquez avec discrétion, mais c'est ça qui les rend humains et qui touche le lecteur. Je pense qu'on a tous plusieurs, enfin, je dirais plusieurs faces et à un moment donné, la vie, c'est aussi faire des choix. Anna en fait un, elle aurait pu en faire d'autres. Le contexte fait qu'à un moment donné, elle fait le choix de rentrer plutôt que effectivement de faire l'école normale qui lui tend les bras. Bon, effectivement, il y a une notion de fidélité familiale, de devoir aussi. Et qui fait que finalement les choix, ils les regrettent pas malgré le fait qu'ils auraient pu complètement changer de vie à un moment donné. Et je pense que ça, c'est aussi profondément humain parce que dans les parcours de vie de chacun, à un moment donné, on est à des carrefours et on fait des choix qui finalement sont déterminants et on aurait pu complètement vivre une autre vie et c'est juste la vie, tout simplement. Alors, ce premier roman que vous aviez dans la tête depuis déjà un certain nombre d'années, on l'a compris, ça y est, il est fini maintenant. Maintenant, c'est le plaisir du partage, puisqu'il a reçu un accueil très chaleureux un peu partout dans votre région, mais pas seulement. C'est agréable, ça, c'est passionnant aussi. Alors déjà, je vous remercie de contribuer justement à le faire partager, y compris pour enfin, vos auditeurs qui ne sont pas forcément de la région, parce que je pense qu'il y a un côté quand même assez universel à cette Bien histoire. sûr. Et effectivement, c'est à un moment donné, le travail d'écrivain, il est assez solitaire. Et de pouvoir finalement se rendre compte qu'on réussit à toucher le lecteur, que quelque part, l'intention qu'on avait, qui est une intention très humble, elle est finalement comprise et que finalement elle touche le cœur des lecteurs, effectivement c'est un plaisir immense, oui. Alors, ça vous donne envie de continuer? Alors ça me donne envie de continuer, mais là j'ai repris une activité professionnelle qui est assez Ah, ça, dense. non, oui. Donc ça se fera, mais pas tout de suite. J'ai différentes idées en tête, mais voilà, ça sera pas avant un an ou deux que je commencerai à refaire un autre projet. Voilà, bien, on rappelle donc le titre de votre livre, Ces étrangers venus d'ici, Nathalie Kobès, Parej Littérature. Alors, l'avantage de la situation actuelle, on mettra évidemment les références, c'est que c'est extrêmement facile de le commander. Et bien entendu, vous le commandez à votre libraire. Vous passez par votre libraire, les amis, hein. Vous ne passez pas par d'autres moyens sur lesquels on ne s'étendra pas. Voilà. Merci, c'est une formidable rencontre. Merci à Jean-Marc de l'avoir rendu possible. Il est à côté de moi, là. On est installé dans son petit studio. Bon vent et Merci à vous. peut-être dans quelques années pour un nouveau livre. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Merci encore. Merci.